Le rendez-vous du 19h sur Al24 News. Bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de trahison contre le peuple russe la tentative du coup de force du groupe Wagner, dont le chef Prigojine a déclaré avoir ordonné à ses troupes de regagner leur base. Référendum sur la Constitution au Mali, le oui l'emporte à 97% avec un taux de participation de plus de 39%. Contexte d'escalade en Palestine, l'ambassadeur palestinien à l'ONU déclare que l'entité sioniste mène une entreprise de terrorisme contre la population palestinienne. Après plus d'une année de conflit en Ukraine, l'Union européenne adopte un 11e train de sanctions contre Moscou. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Dans une allocution prononcée ce samedi, le président russe Vladimir Poutine a qualifié de trahison contre le peuple russe la tentative du coup de force du groupe Wagner. Vladimir Poutine a déclaré que les mesures qui seront prises pour protéger la patrie d'une telle menace seront dures, selon lui. Tous ceux qui ont consciemment choisi la voie de la trahison, qui ont préparé une mutinerie armée et qui ont choisi la voie du chantage et du terrorisme subiront un châtiment inévitable et répondront à la fois devant la loi et devant le peuple russe. Как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну. En tant que président de la Russie et commandant en chef, en tant que citoyen de la Russie, je ferai tout pour défendre le pays, pour protéger l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de ses citoyens. Ceux qui ont organisé et préparé le soulèvement militaire, qui ont levé les armes contre leurs compagnons d'armes, ont trahi la Russie et en seront tenus pour responsables. J'appelle ceux qui sont entraînés dans ce crime à ne pas commettre l'erreur fatale et tragique, inimitable, à faire le seul bon choix, cesser de participer à des actions criminelles. Je crois que nous sauverons et défendrons ce qui nous est cher et sacré. Et avec notre patrie, nous surmonterons toutes les épreuves. Nous deviendrons encore plus forts. Vladimir Poutine a par ailleurs mis en garde contre toute agitation interne qu'il considère être une menace mortelle pour l'État. Je le répète, toute agitation interne est une menace mortelle pour notre État, pour nous en tant que nation. C'est un coup dur pour la Russie, pour notre peuple. Nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui ont délibérément pris le chemin de la trahison, qui ont préparé une mutinerie armée, qui ont pris le chemin du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inéluctable. Répondront à la fois à la loi et à notre peuple. Et selon les dernières informations relayées par de nombreuses agences, le chef du groupe Wagner, Eugénie Prigojine, a déclaré samedi avoir ordonné à ses hommes de retourner dans leur base. Selon la présidence de la Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko, en coordination avec le président russe Vladimir Poutine, était parvenu à un accord avec Prigojine pour que ce dernier accepte de mettre fin au mouvement de son groupe paramilitaire Wagner en Russie. Actualité au Mali, les résultats du référendum constitutionnel au Mali ont été rendus publics et il s'agit d'une victoire écrasante du oui qui l'emporte à plus de 97% des voix exprimées, soit 3,2 millions de Maliens selon le décompte provisoire. Le taux de participation s'élève à plus de 39%. 3,3 millions de Maliens ont voté sur les 8 millions inscrits. À noter que le non a récolté 3% des suffrages. 97%, c'est le chiffre du jour au Mali. En effet, selon les chiffres officiels proclamés par l'autorité indépendante de gestion des élections au Mali, la nouvelle constitution du pays a été adoptée à 97% des suffrages.
Le non, quant à lui, a mobilisé 3% des voix, soit moins de 100 000 votants. Le référendum qui s'est tenu dimanche dernier a connu un taux de participation global de 39,40%. Par ce vote qui s'apparente à un plébiscite, les Maliens ont donné leur oui pour une nouvelle constitution. Celle-ci ouvrira la voie pour les élections de 2024 que les Maliens attendent avec impatience. Pour retrouver un état de droit et une stabilité tant recherchée, ce vote de 97% révèle la popularité des autorités de transition au prix de la population qui, depuis sa venue au pouvoir, a su réconcilier les Maliens avec eux et avec leur dignité. Pourtant, beaucoup pariaient sur l'échec de ce référendum, trouvant que les Maliens étaient très peu impliqués dans cette consultation et que l'engouement serait moindre au nord par crainte de groupes terroristes opérant dans la région. Mais ni l'un ni l'autre argument avancé n'a dissuadé la population. D'autres reprochent aux autorités de transition d'avoir élaboré un projet taillé sur mesure pour le maintien des militaires au pouvoir, même au-delà de la présidentielle de février 2024. Des critiques qui en disent long sur la volonté de jeter l'opprobre sur les intentions et les visées de la transition, donnant lieu à de grandes spéculations, comme l'éventuelle présentation de Assimi Goïta à la magistrature suprême. Rappelons toutefois que la nouvelle constitution est censée remédier aux insuffisances de celle de 92, désignée comme un facteur de la faillite de l'État face à la multitude des défis. Et c'était un article signé Souila Kilal. Actualité continentale toujours, les élections présidentielles au Sierra Leone. Environ 3,4 millions de personnes sont appelées à choisir le président du pays entre 13 candidats. Parmi eux, le président sortant, Julius Maada Bio, qui brigue un second mandat dans un contexte économique éprouvant et face à de violents combats hostiles sur les réseaux sociaux. Il aura notamment face à lui le même adversaire qu'en 2018. L'actualité, c'est aussi au Soudan. Les affrontements se poursuivent dans la capitale Khartoum et les zones limitrophes entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Selon des sources sécuritaires, des tirs intermittents ont été entendus d'armes lourdes et légères à l'est de la ville El Fasher, au nord de la capitale de l'État du Darfour. La capitale Khartoum et Omdurman ont également été le théâtre de survols d'avions de guerre et de bombardements aériens. La commission de consolidation de la paix de l'ONU a convoqué une réunion au niveau des ambassadeurs au siège des Nations Unies à New York pour aborder la question du crime organisé dans la région du Sahel, en Afrique. Le président du CCP, Ivan Siminovitch, a déclaré que la situation sécuritaire au Sahel reste marquée par le terrorisme et les groupes extrémistes violents qui ciblent fréquemment les zones frontalières. Les autorités sécuritaires mauritaniennes ont déjoué une tentative de contrebande de plus d'1 tonne de cocaïne qui se trouvait à bord d'un navire traversant les eaux territoriales mauritaniennes, selon le parquet de Nouakchott, qui a indiqué dans un communiqué de presse que le poids de la cargaison de cocaïne et de son emballage s'élevait à plus de 1218 kg. Le parquet a ajouté que sur la base d'informations de renseignement et à la suite d'opérations de surveillance et de traçage qui ont duré des jours, la Marine nationale a pu détecter un navire étranger dans les eaux territoriales mauritaniennes soupçonné d'avoir une cargaison de drogue extrêmement dangereuse à bord. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a achevé sa tournée dans plusieurs capitales du vieux continent. L'occasion est de faire le point et tirer les premiers enseignements d'une visite stratégique qui confirme une fois de plus le redéploiement de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Les détails avec Lila Gertal. Par cette tournée européenne, la diplomatie algérienne se redéploie en force après l'Italie et la coopération énergétique déjà lancée et bien ancrée. La Serbie
et l'Allemagne fut la dernière étape de cette visite du ministre des Affaires étrangères algérien. Une relation à voir de près pour tenter d'exploiter les projets et les secteurs d'intérêt longtemps mis de côté. Aussi, des échéances de coopération ont été lancées avec les 3 pays en sauvegardant les particularités de chaque pays. L'énergie reste en tête de liste des intérêts. Ahmed Attaf a évoqué les opportunités d'exploitation de l'énergie renouvelable dont les Allemands maîtrisent les techniques et la technologie. L'hydrogène vert a également été évoqué, ce qui permet d'allier économie et respect du climat. Un accord dans ce sens a été signé entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie en vue de concrétiser l'accord South 2 Corridor portant sur la réalisation d'un gazoduc pour le transport de l'hydrogène vert en Europe. Un saut considérable dans la consolidation des liens économiques. Les 2 parties allemandes et algériennes ont également convenu d'organiser en mois d'octobre prochain une réunion en Algérie au niveau des experts, et ce en préparation du sommet du comité économique mixte. Bien sûr, sans oublier les convergences de vues sur des dossiers régionaux et internationaux, notamment la région du Sahel, le dossier sahraoui ou encore le dossier ukrainien et la médiation proposée par l'Algérie. Économie, une délégation composée du ministère de l'Énergie algérien et le complexe minier algérien et son partenaire chinois CMH s'est rendue au gisement minier de Garaj Bilat dans la wilaya de Tindouf. Au cours de cette visite, les délégations ont évalué le processus d'extraction du minerai de fer. Selon le président directeur général du complexe minier d'Algérie, l'usine sera implantée dans la ville de Béchar afin de fabriquer dans un premier temps 500 000 tonnes de produits semi-finis utilisant environ 1 million de tonnes de minerai de fer. Le complexe minier d'Algérie envisage de conclure un contrat avec le groupe Tosyali afin de construire une ligne de chemin de fer pour le transport du fer brut vers le complexe de la société turque à Oran. 我们和阿尔及利亚国家钢铁公司将在2024年开始进行准备大规模的开采。Donc avec Ferral, nous travaillons ensemble pour la préparation du site de la mine de Kara Jebele. Et la 54e foire internationale d'Alger se poursuit jusqu'au 25 juin courant. Zoom ce soir sur la participation de la Biélorussie, un pays au grand potentiel économique qui cherche de nouveaux horizons et qui semble avoir cédé aux sirènes du marché algérien et de ses nombreux atouts. Reportage de Kherdin Batacha. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger connaît un véritable saut qualitatif par la participation de pas moins de 30 pays étrangers, parmi lesquels figure un nouveau nom, le Bélarus, qui semble avoir cédé aux appels de sirène du marché algérien. Il s'agit de la première fois pour le Bélarus dans cette foire. Nous sommes très contents d'être ici en Algérie et je pense que nos participations seront nombreuses à l'avenir. Les avantages et les facilitations qu'octroie la nouvelle loi sur l'investissement ont tapé dans l'œil des entreprises biélorusses. Leur présence à la FIA répond à une nécessité de prospection de nouveaux marchés en dehors de leur zone de confort. De par son potentiel intrinsèque en matière d'opportunités d'affaires et de partenariats, l'Algérie est favorite. Nous affichons ici notre potentiel à l'export, nos produits agroalimentaires, métallurgiques, ainsi que notre potentiel scientifique et technique. En Algérie, nous recherchons des partenaires et du soutien. Coût de l'énergie plus qu'intéressant, main-d'œuvre disponible et qualifiée, ou encore ouverture sur l'Afrique et la Méditerranée, le marché algérien gagne en attractivité. Nous représentons 5 entreprises, 2 dans le secteur agroalimentaire, 2 dans le secteur automobile et une compagnie qui représente notre potentiel en matière de sciences et technologie. Une attractivité qui s'inscrit en droite ligne avec la nouvelle politique économique du pays, favorisant la diversité en matière de partenariat avec désormais un seul credo, le win-win.
Dans les territoires occupés de la Palestine, un citoyen palestinien est tombé en martyr à l'est de la ville de Naplouse. Il s'agit de Tariq Khalil Idriss, âgé de 39 ans, suite à une blessure subie par balle de l'occupation. Un peu plus tôt dans la journée, le jeune Ishaq Hamdi Amin El Ajlouni est tombé en martyr au niveau de Qalandia, au nord de Al-Quds. Le jeune homme a été ciblé par les balles sionistes et a succombé à ses blessures. Et depuis New York, l'envoyé spécial permanent de la Palestine aux Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré que le peuple palestinien subit de la part de l'entité sioniste les pires formes que le terrorisme peut prendre. Une campagne méthodiquement orchestrée qui, selon lui, est dirigée contre la nation palestinienne ainsi que sa terre. Les Palestiniens sont victimes de ce terrorisme suscité par l'État. Ils ont besoin, ces populations palestiniennes, de notre solidarité et de la protection internationale. Il s'agit là de la plus grave forme du terrorisme. Ce terrorisme porté par l'État, cette terreur coloniale qui est le résultat de la négation même de l'existence d'une nation et de ses droits. Ce terrorisme qui conduit à déplacer de force des personnes, à voler leurs terres et leurs ressources. Et dans le cadre de ce régime colonial militaire, il n'y a ni sécurité humaine, ni dignité humaine. L'Union européenne a annoncé une nouvelle salve de sanctions envers la Russie. Les 27 membres de la communauté européenne souhaitent renforcer les mesures déjà prises depuis le conflit. Au total, 87 entreprises ont été ajoutées à la liste noire de l'Union européenne. Les détails avec Safouane Ben Sabri. L'Union européenne a mis en place un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. C'est le 11e du genre. L'objectif des nouvelles mesures des membres de l'Union européenne est de punir toute personne ou entité qui contourne les sanctions adoptées précédemment. Le Conseil européen a publié la liste des nouvelles sanctions entrées en vigueur le 23 juin. L'Union européenne a ajouté à sa liste noire 87 sociétés soutenant directement l'industrie russe et par ricochet l'effort de guerre de Moscou, selon Bruxelles. Plusieurs organisations dans divers pays sont touchées, notamment en Chine ou aux Émirats arabes unis. Des entreprises sont accusées d'avoir exporté des marchandises et technologies pouvant être utiles à l'armée russe. En outre, les sanctions touchent plusieurs secteurs. Concernant le pétrole, un blocus a été mis en place sur la livraison de pétrole russe via l'oléoduc de Droujba en direction de la Pologne et de l'Allemagne. Blocus total également sur tout le territoire de l'Union européenne des camions de marchandises immatriculés en Russie. Pour le métal, interdiction d'importer des produits faits à base d'acier russe, quel que soit le pays où ceux-ci sont fabriqués. Le ministère des Affaires étrangères russe a répondu suite à l'annonce des sanctions européennes, qualifiant celles-ci d'illégitimes. Par ailleurs, Moscou a considérablement élargi la liste des représentants d'institutions européennes interdits d'entrer sur le territoire de la Russie. On reste en Europe. Les Grecs seront à nouveau appelés aux urnes pour les législatives demain 25 juin. Il y a un mois, aucun des partis n'avait réussi à obtenir une majorité absolue. Les détails avec Iman Merad. Les Grecs doivent de nouveau tenter de désigner leurs 300 députés dimanche prochain. Un second scrutin résolu par Kyriakos Mitsotakis, qui en dépit de sa victoire le 21 mai dernier, a échoué à obtenir une majorité absolue souhaitée pour pouvoir former un gouvernement. Avec 40,8% des suffrages, le parti de la Nouvelle Démocratie dirigé par Mitsotakis a réussi à faire 2 fois mieux que Syriza dirigé par Tsipras, qui, à l'opposé, a subi un camouflet en ne recueillant que 20,07% des suffrages. Lors de son ultime intervention à Athènes, le dirigeant des conservateurs de la Nouvelle Démocratie a appelé ses partisans à achever un marathon électoral marqué par 2 scrutins en 5 semaines, avec un résultat qui donnera au pays un gouvernement stable, le gouvernement de Nouvelle Démocratie. Je veux axer cette élection sur l'avenir du pays.
Je ne veux pas m'enliser dans la toxicité d'un débat que l'opposition veut lancer. Donc c'est vraiment si nous pouvons continuer vers la prospérité, reconnaissant le fait que tout n'est pas rose. J'ai toujours été très honnête en termes de reconnaissance de mes erreurs, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que la Grèce en 2023 est dans une bien meilleure position qu'elle ne l'était en 2019 et je veux construire sur ce progrès. Tsipras s'est également exprimé face à ses partisans, prônant un discours rassembleur. Aujourd'hui est un jour d'espoir. Les citoyens ont entre leurs mains la possibilité de voter et de changer le cours du pays pour laisser derrière lui un mandat dur et difficile de 4 ans d'inégalité, d'injustice, de profit, de précarité de l'emploi, de ventes aux enchères immobilières, d'indignité pour les retraités et de ciblage des jeunes. Le pays a besoin d'ouvrir la voie à un gouvernement progressiste avec un programme de justice sociale afin qu'il y ait de l'espoir pour un avenir meilleur. Un gouvernement avec de nouveaux visages, principalement une nouvelle philosophie et un nouveau style de gouvernement entre les mains du peuple aujourd'hui. Les conservateurs de Mitsotakis misent sur un mode de scrutin différent de celui du 21 mai, qui consiste à accorder cette fois-ci un bonus allant jusqu'à 50 sièges aux partis arrivés en tête. À noter que la campagne électorale a été noircie par le naufrage d'une embarcation de migrants au large de Pylos, dans le Péloponnèse, l'un des pires drames migratoires en Méditerranée. Les gardes-côtes grecs ont été pointés du doigt pour avoir tardé à intervenir, alors que le bateau se trouvait dans un piteux état et de surcroît surchargé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.